Les discriminations faites aux personnes atteintes d'albinisme sont monnaie courante en Afrique. Bien que reconnus comme sujet de droit, ils font malheureusement face à des défis liés à leur acceptation et à leur insertion à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, nous recevons Eric Tonto Soro, coordinateur du programme, coordinateur de programme et chargé de suivi et évaluation à l'ANATS, et Djoré Chérif Bonfo, responsable éducation, pour parler de la situation des personnes atteintes d'albinisme au Togo et des actions menées par leur association l'ANATS. Fidèle auditeur de Radio Djena, bienvenue dans l'heure du droit. Je suis Méchac Niaro. Cher invité, bonjour. Bonjour, Méchac. Alors aujourd'hui, nous parlons d'albinisme et je commence par vous, Eric. Qu'est-ce que l'albinisme? D'accord, merci beaucoup. Et pour d'abord, avant de répondre, je salue les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et je les remercie quand même pour l'attention et pour le temps justement qu'ils ou qu'elles vont consacrer pour nous suivre au courant de cette émission. Et pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que l'albinisme? Il y a une définition plus simple que je vais donner. L'albinisme est une anomalie génétique. Et cette anomalie génétique est due au manque de la mélanine, qui est cette substance-là. La mélanine, c'est cette substance qui donne la coloration noire à notre peau, à la peau, aux cheveux, aux yeux. La mélanine même rentre dans la formation des yeux, de la rétine. Donc, les personnes atteintes d'albinisme en manquent vraiment de cette mélanine. Et donc, c'est ça qui entraîne de façon génétique l'albinisme. Donc, pour répondre, bon, comme pour répéter encore, c'est juste, l'albinisme est une anomalie génétique due au manque de mélanine. Merci. Oui. Eric, il semble que l'albinisme existe également dans les autres races. Est-ce exact? Oui, l'albinisme existe dans les autres races. L'albinisme existe en Afrique, en Europe, en Asie. Et en Amérique, c'est comme je l'ai dit, c'est une anomalie génétique et héréditaire même d'ailleurs, et qui se transmet des parents aux enfants. Donc, ce n'est pas une spécificité de l'Afrique, non, mais c'est une anomalie qui existe sur tous les continents. D'accord. Et Chérif, le fait d'avoir l'absence de mélanine créant l'albinisme peut-il entraîner des maladies ou certaines situations dans l'organisme de l'individu? Oui, effectivement. L'absence de mélanine chez les personnes atteintes d'albinisme donne d'abord la couleur blanche de la peau des personnes atteintes d'albinisme que vous voyez déjà. Et aussi, cette manque de mélanine provoque une basse vision, une vision très basse chez les personnes atteintes d'albinisme qui qui fait que ces personnes atteintes d'albinisme ne voient pas de loin et si les personnes atteintes d'albinisme s'exposent au soleil pendant longtemps, suite à cette manque de mélanine, parce que c'est la mélanine qui protège la peau des rayons UV du soleil. Donc, si les personnes atteintes d'albinisme s'exposent au soleil pendant un moment donné, on remarquera les lésions cutanées sur la peau, les rougeurs sur la peau des personnes atteintes d'albinisme, ce qui peut causer des cancers de peau et qui peut causer aussi la mort des personnes atteintes d'albinisme. Oui. Alors, Eric, est-ce que l'albinisme se manifeste de façon différente selon les individus quant aux anomalies qui suivent? Oui, il y a, pour justement répondre à cette question, il y a différents types d'albinisme. Et il y a l'albinisme oculocutané, dont il y a plusieurs variétés qu'on ne peut pas exposer ici parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Et il y a l'albinisme oculaire tout simplement aussi. Donc, parlons d'albinisme oculocutané dont nous connaissons tous. Donc, nous, par exemple, nous sommes des personnes atteintes d'albinisme oculocutané. Oculocutané, ce qui veut dire que ça atteint la peau, les cheveux et les yeux en même temps, alors que l'albinisme oculaire, c'est seulement les yeux. Et il y a dans les personnes atteintes d'albinisme, il y a différentes sortes, comme je l'ai dit, dans l'albinisme oculocutané, il y a différents types comment on appelle, de degrés d'atteinte ou bien de manque de cette mélanine-là. Donc, quand vous me voyez déjà, peut-être la couleur de peau, même parfois, et des cheveux montrent déjà qu'il y a cette différence-là. Donc, du coup, ça, c'est la manifestation aussi au niveau, justement, de la vision. Il y a certaines personnes, par exemple, qui voient mieux que d'autres et nous n'avons pas presque les mêmes acuités visuelles. Donc, ça se manifeste différemment même à ce niveau-là et ça dépend de quelles caractéristiques de personnes atteintes d'albinisme. Et même au niveau de la peau,
justement pour l'exposition, pour la protection de la peau contre les rayons ultraviolets du soleil, il y a certaines personnes qui sont un peu plus résistantes au soleil que d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas s'exposer 1 heure du temps au soleil et sans avoir une lésion. Parce que justement, les rougeurs dont vous parlez là, quand ça commence par les rougeurs, et quand vous ne prenez pas des précautions, les rougeurs, ça va devenir la plaie. Et quand on parle de plaie, ça va devenir une lésion, justement, au cancer de la peau, parce que peut-être on en parlera, le premier ennemi des personnes atteintes d'albinisme, c'est le soleil. Il n'y a rien d'autre au fait qu'on pourrait ajouter. Notre premier ennemi, c'est le soleil. Donc, les personnes atteintes d'albinisme ne doivent pas s'exposer au soleil. Et quand on s'expose au soleil, on risque justement d'avoir cette maladie-là, qui est le cancer de la peau, et on est exposé. Donc oui, ça se manifeste différemment chez chacun. En tout cas, il y a certaines manifestations aussi qu'il y a, par exemple, il y a certains scientifiques qui le disent, que certaines personnes atteintes d'AVI ont comment on l'appelle, système immunitaire un peu diminué, et où, bon, souvent, quand les enfants ils tombent souvent malades et tout, donc du coup, il y a certaines manifestations qui caractérisent les différents types de personnes atteintes d'AVI. Oui, Chérif, quels sont les types de maladies auxquelles vous êtes les plus exposés? Je pourrais dire que les types de maladies à laquelle les personnes atteintes d'albinisme sont exposées, primo, c'est le cancer de la peau. Le cancer de la peau. Bon, je peux dire que c'est la seule maladie dont les personnes atteintes d'albinisme sont plus exposées. Aussi suite à je cherche les mots, à la diminution de l'immunité, ouais. Du système immunitaire. Voilà, à la diminution du système immunitaire. Nous sommes les personnes atteintes d'albinisme sont susceptibles d'attraper les maladies parasitaires comme on peut appeler la gale. La gale, parce que ça aussi c'est sur la peau. Et on peut aussi citer les maladies parasitaires comme le paludisme. Ça c'est monnaie courante chez toutes les personnes atteintes d'albinisme. Et aussi, il y a aussi une fatigue chronique. Il y a aussi une fatigue chronique que nous constatons chez la majorité des personnes atteintes d'albinisme. Mais la principale maladie à laquelle est exposée les personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de la peau. C'est ce que nous craignons tous. D'accord. Eric, dites-nous, quel est le regard de la société sur les personnes atteintes d'albinisme? D'accord. Merci beaucoup. Souvent, quand on me pose cette question, j'ai souvent du mal à répondre à cette question-là qui est un peu bien structurée d'une manière, parce que quand on demande quel est le regard des personnes atteintes de la société sur les personnes atteintes d'albinisme, il y a un regard un peu mitigé. Un regard mitigé du fait que il y a certaines personnes, bon, aujourd'hui, parce que je peux essayer quand même d'avoir du mal à répondre, parce que si c'est avant, je vais dire que c'est un regard où cette société-là, elle est discriminatoire et discriminante envers les personnes atteintes d'albinisme. Mais aujourd'hui, il y a ce regard qui accepte les personnes atteintes d'albinisme, qui ne veut pas laisser de côté, et qui les voit comme d'autres personnes, comme les personnes à part entière, comme elles aussi, et tout, et tout. Et cette société vient de plus en plus aussi devant. Mais l'autre regard, c'est ces regards-là qui rejettent justement les personnes atteintes d'albinisme, les considérant comme des êtres à part ou des êtres qu'il faut mettre de côté, ou les êtres qui ne sont pas en tout cas sur la même planète que eux, et qu'il faut les considérer comme des extraterrestres ou des êtres, des fétiches par exemple, ou des sorciers, qu'il faut les éliminer au fait. Justement, lorsqu'on parle d'albinisme, on constate qu'il y a beaucoup de mythes autour du sujet. Justement, il y a beaucoup de mythes, et pour ça, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand je veux répondre à cette question, j'ai du mal à répondre parce que il y a quand même que ça change, mais ça change toujours autour des mythes qu'il y en a, des préjugés, des stéréotypes, des idées préconçues que les gens ont déjà sur l'albinisme, parce que bon, pour certaines personnes, ce sont des porte-bonheur et tout, qu'il faut les préserver, les protéger à tout prix, mais pour certaines personnes, ce sont les porte-malheurs qu'il faut justement les éliminer à tout prix ou les sacrifier à tout prix. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui tournent autour, mais je ne mets pas en cachette quand même cette vague-là qui les accepte de plus en plus, parce que comprenant que l'albinisme est une anomalie génétique qui est purement scientifique et non qui tourne autour des mythes et préjugés.
Oui. Chérif, pensez-vous que les préjugés sur les personnes atteintes d'albinisme euh, a évolué au cours du temps? Je dirais oui, oui, mais pas totalement, mais oui. Ces préjugés ont évolué suite aux sensibilisations et aux actions de la NAT. C'est, les pensées de la population en général a diminué par, rapport- par rapport aux idées préconçues, aux idées reçues, à, Dans aux le idées temps. dans le temps. Voilà, merci. Dans le temps, aux idées reçues dans le temps, les idées ont évolué. Et maintenant, les personnes atteintes d'albinisme sont un peu plus intégrées dans la société qu'avant. Ok. À ce jour, est-ce qu'il y a des données, des chiffres par rapport au nombre de personnes albinos au Togo? Qui te passe la main? Oui, oui, oui. Bon, on n'a pas vraiment de chiffres exacts, on n'a pas vraiment de chiffres exacts, mais selon les données dont la NAC possède, nous avons recensé environ 800 personnes atteintes d'albinisme sur toute l'étendue du territoire. Mais euh, un projet de cartographie des personnes atteintes d'albinisme est en cours. Bon, à la fin de ce projet, nous saurons exactement combien de personnes atteintes d'albinisme sont au Togo. Oui. Alors, dites-nous, tu voudrais ajouter? Oui, bon, il a déjà tout dit, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons dans notre base, hein, nous couvrons sur les 39 préfectures que compte le Togo, nous couvrons 20 préfectures. Et dans ces 20 préfectures-là, nous avons pu recenser plus de 800 personnes atteintes d'albinisme. Donc, c'est les chiffres que nous avons dans notre base en tant qu'organisation. Mais comme il a dit, nous ne couvrons pas toutes les enjeux du territoire. Il n'y a pas de chiffres officiels on pourrait, comment on l'appelle, comptabiliser ou exposer. Mais comme il a dit, il y a une cartographie qui est en cours, qui va très bientôt, dans les mois qui vont suivre, on saura à peu près combien de personnes atteintes d'albinisme que nous avons au Togo. Mais il faut dire qu'en Afrique subsaharienne, il y a des statistiques qui sont là. En Afrique subsaharienne, sur 5 000 ou à 10 000 habitants, on a une personne atteinte d'albinisme. Donc, on pourrait imaginer Togo de 8 millions d'habitants, le nombre de personnes atteintes d'albinisme qu'on pourrait avoir de façon statistique. Et faire le calcul. Alors, toujours restons au Togo. Quelle est la situation des droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme? Merci. C'est aussi une question qui se suit. Et à l'autre question que nous avons déjà répondu, c'est à différents niveaux. À différents niveaux, quand je prends le domaine de la santé, par exemple, leur situation est plus ou moins, en tout cas, évolue d'une façon ou d'une autre, où je vais faire le point, parce que on l'a dit, sur l'aspect de la santé cutanée, par exemple, parce que leur peau, par exemple, comment elles se prennent en charge, est-ce que les soins adaptés à leur peau, est-ce qu'elles ont accès à ces soins-là? Et oui, nous avons parlé aussi de la santé oculaire. Donc, quelles sont les précautions pour leur santé oculaire? Qu'est-ce qui est pris en charge et tout. Donc, aujourd'hui, sur cet aspect-là, il n'y a pas un encadrement ou une précaution pour pouvoir accompagner les personnes atteintes d'albinisme sur cet aspect. Parce que, et je l'ai dit même hier à une rencontre, les pommades solaires que les personnes atteintes d'albinisme, parce que, comme je l'ai dit, le soleil est très dangereux. Les pommades solaires que les personnes atteintes d'albinisme doivent utiliser pour se protéger contre les soleils. Si vous allez à la pharmacie pour les acheter, vous n'en trouverez pas en bas de 10 000 d'une bonne qualité pour se protéger contre le soleil. Donc, que vous devrez renouveler peut-être chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque trimestre. Donc, une famille modeste qui va à la pharmacie acheter tout ça là chaque mois pour se protéger justement contre le soleil. Et vous pouvez imaginer combien de fortune cette famille-là doit pouvoir préserver pour pouvoir faire cela chaque mois. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'accompagnement dans ce sens-là, justement aussi. Et les personnes atteintes d'albinisme ne voient pas bien. Donc, il faut quand même aussi des mécanismes pour les accompagner dans leur santé oculaire et tout. Donc, voilà un peu la situation dans le domaine de la santé. Est-ce que les dispositifs sanitaires aussi sont plus adaptés? Aujourd'hui, au Togo, par exemple, je ne sais pas, mais on n'a pas assez de dermatos au Togo. Mais est-ce que ces dermatos-là sont, parce que le médecin ou bien les docteurs que les personnes ont plus besoin, ce sont les dermatos. Oui. Vous voyez? Donc, est-ce que ces dermatos-là existent partout au Togo? Non, la réponse est non. Si vous trouvez des dermatos, par exemple, c'est à Lomé, vous les trouvez des rares à Kara. Et donc là, les autres, par exemple, si vous avez des soucis de santé cutanée, ben, qui vous allez voir et tout, et tout. Donc, c'est un peu ça les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme sur l'aspect de la santé. Pour l'aspect peut-être éducation, Chérif en reviendra, mais l'éducation aussi, l'éducation aujourd'hui,
de plus en plus, ça devient plus inclusif pour les personnes atteintes d'albinisme parce que, avant, par exemple, moi, lorsque j'allais à l'école, il n'y avait pas de dispositif pour pouvoir accompagner les personnes atteintes d'albinisme par rapport à leur activité visuelle. Parce que tu ne vois pas bien, il faut quand même un encadrement plus spécifique, là où tu vas rester et tout et tout. Et les amis même qui se moquent de toi lorsque tu es à l'école et tout, qui amènent certains enfants à abandonner les études. Donc aujourd'hui, oui, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire a pris des dispositifs justement pour pouvoir encadrer cela et même punir les enfants qui sont discriminés et pouvoir prendre des dispositifs pour que les enfants atteints d'albinisme aillent plus à l'école. Peut-être aussi, il y a cet aspect de l'insertion sociale. Et on l'a déjà évoqué aussi, du rejet, des discriminations, des stigmatisations où vous ne pouvez pas circuler tranquillement, vous êtes harcelé dans la rue et tout et tout. Il y a ça aussi en termes de droits. Ça aussi, c'est quelque chose que les personnes atteintes d'albinisme sont en train de lutter quotidiennement pour pouvoir s'en sortir dans cette société qui, de plus en plus, essaie quand même de les accepter, mais qui ont cette société qui a déjà cette idée préconçue sur l'albinisme. Il faut faire tout. Il faut faire bouger les lignes. Pour se défendre. Donc, voilà à peu près la situation. Mais tout ça là aussi, quand je dis éducation, discrimination, empêche leur insertion économique et professionnelle. Parce que quand vous êtes discriminé, quand vous êtes stigmatisé, trouver du travail parce que les personnes qui vous discriminent, qui vous stigmatisent, c'est eux, la plupart, c'est eux chez eux que vous allez trouver du travail, par exemple. Vous allez chercher du travail, vous êtes discriminé, stigmatisé, votre insertion économique et professionnelle est bien compliquée. Donc, voilà, on y reviendra avec plus de développement. Alors, il parlait tantôt des difficultés liées à l'éducation et vous, en tant que responsable d'éducation dans votre association, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Sur le sujet éducation des personnes atteintes de la scolarisation des personnes atteintes d'albinisme, dans le temps, nous remarquons la discrimination à l'école, le harcèlement, comme il a dit tantôt, le harcèlement des camarades envers les personnes et la non-compréhension de l'albinisme. Ça, je vais indexer en même temps les enseignants parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'albinisme. Lorsque un enfant atteint d'albinisme dit en classe, monsieur, je ne vois pas, l'enseignant ne comprend pas, il ne sait pas il ne saura pas comment s'y prendre pour mieux inclure l'enfant dans la classe. Donc, ça pousse l'enfant à abandonner les classes. Et voilà, si l'enfant abandonne les classes, donc, qui dit une société, dans la société, si tu n'as pas été à l'école, c'est que tu es foutu. Donc, il n'aura pas une bonne insertion sociale. Et voilà. Surtout professionnelle. Voilà. Et aussi, et pour remédier à ces incompréhensions des enseignants, chaque année, si je peux le dire, depuis 2022, nous organisons des séances de plaidoyer pour des autorités en charge de l'éducation, des inspecteurs, les directions régionales de l'éducation et surtout les directeurs et chefs d'établissement. Nous les réunissons souvent pour leur parler des mesures à prendre pour mieux intégrer les enfants atteints d'albinisme à l'école. Et en matière d'évaluation, en matière de dispense de cours, et quels sont les besoins spécifiques à l'école des enfants atteints d'albinisme. Et au-delà de ça, nous appuyons aussi les parents. Nous appuyons aussi les parents à mettre les enfants à l'école. Dans une famille modeste, par exemple, si on veut envoyer des enfants à l'école et qu'il n'y a pas de moyens, on préfère envoyer l'enfant qui voit bien et laisser l'enfant atteint d'albinisme à l'école. Or, l'enfant atteint d'albinisme aussi a le droit à l'éducation. Voilà. Donc, pour ces familles, nous les appuyons en fournissant des fournitures scolaires pour l'enfant et parfois des frais de scolarité que nous payons chaque année pour l'enfant. D'accord, merci. Alors, Eric, que disent les textes juridiques togolais sur le traitement et les droits qui sont reconnus aux personnes atteintes d'albinisme? D'accord, merci beaucoup. Et justement, bizarrement, malheureusement au Togo, il n'y a pas de dispositifs spécifiques pour les personnes atteintes d'albinisme, mais nous disons souvent que
en tant qu'individu, en tant qu'être, comment on l'appelle, tout l'arsenal juridique mis en place justement pour protéger et lutter contre les actes discriminatoires, pour lutter contre la discrimination, les stigmatisations, le harcèlement même d'ailleurs, tout cela s'applique même aux personnes atteintes d'albinisme. Parce que le code pénal, par exemple, dit on ne pourrait être harcelé ou bien discriminé à cause de sa peau, de sa race, de son origine et tout et tout. Mais quand une personne atteinte d'albinisme est exposée justement à cela, parce que on dit directement que cette personne est discriminée par rapport à la couleur de sa peau. Vous voyez? Donc, tout ce qui est législatif, qui lutte, qui prévient justement et condamne justement ces actes de discrimination, de stigmatisation, s'implique automatiquement aux personnes atteintes d'albinisme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de spécificité particulière justement pour pouvoir parler des personnes atteintes d'albinisme. Mais nous réjouissons quand même sur le droit au niveau de l'éducation. Par exemple, il y a une autre circulaire qui a été sortie par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui met cette spécificité-là au niveau des écoles, par exemple. Cette note circulaire instruisait les directions régionales de l'éducation à prendre les dispositions pour que l'encadrement ou en tout cas, l'éducation soit plus inclusive pour les personnes atteintes d'albinisme. Au cas où ce n'est pas comme cela, si un enfant atteint d'albinisme est discriminé, que ce soit par son enseignant ou par ses camarades, il y a des sanctions que l'établissement comment on l'appelle, doit inclure même dans le règlement intérieur de l'école, oui, et sanctionner ces enfants-là, et même ces enseignants-là, par exemple. Donc, c'est déjà une note que sur le plan juridique, on prend cela comme dit, ouais, le ministère, cette note supérieure a dit que si un enfant atteint d'albinisme est discriminé, stigmatisé, on doit le sanctionner. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. En tout cas, on évolue peu à peu, mais vers cette spécificité-là, nous n'en avons pas encore, mais on évolue quand même, on rend grâce à Dieu. Et la lutte va continuer. Vous avez beaucoup parlé de harcèlement, surtout chez les enfants. Comment est-ce que ça se manifeste au niveau des adultes? Oui, le harcèlement, bon, au niveau des enfants et des adultes aussi, c'est presque la même chose. Mais par exemple, au niveau des enfants, c'est quand on court derrière les enfants, on les insulte à l'école et tout, les camarades ne veulent pas s'asseoir dans les mêmes bancs avec toi. Pendant la récréation, même, je donne souvent ce cas pratique-là d'une élève à l'intérieur du pays où avant de manger pendant la récréation, elle doit venir avec son propre plat et elle doit attendre à ce qu'on serve tous les autres élèves d'abord avant qu'on la serve elle. Donc, de la stigmatisation. Justement, vous voyez ça, ce qu'elle devrait subir pendant toute l'année et ce que ses parents subissent. Lorsque sa maman nous racontait cette histoire, sa maman pleurait au fait. Donc, vous voyez, donc le traumatisme que ça cause pour cet enfant-là. Vous voyez, donc il y a cela. Même au niveau des adultes aussi, par exemple, toi, tu as ton commerce en tant que personne très d'albinisme et que vous vendez la même chose, même les gens vont acheter chez d'autres et tout, on te passe à côté, ou bien tu vas même pour acheter, on refuse de te vendre parce qu'on ne veut pas te vendre, on ne veut pas toucher, on ne veut pas prendre ton argent. Il y a ces choses aussi. Dans certaines cultures, par exemple, quand tu dépasses une personne à tête d'abîme, tu dois cracher par terre justement parce que pour espier la malédiction et tout, donc pour ne pas être contaminé. Donc il y a toujours ces choses-là qu'on voit dans la société et des discriminations. Par exemple, aujourd'hui, moi quand je conduis et je suis en circulation, des insultes que je reçois et tout. Oui, toujours? Oui, ça toujours quoi. Ça dit les gens viennent te provoquer. Les gens viennent te provoquer en circulation pour t'insulter que tu ne vois pas bien, alors que c'est eux qui sont en erreur. Mais tu es obligé de subir tout cela parce que nous subissons tout cela. Et moi, quand je vis cela, ça me fait rire un peu parfois. Je me dis, en tout cas, nous faisons notre possible que cette société soit plus inclusive. Et cette discrimination, elle est plus élevée. D'ailleurs, chez les femmes, en tout cas, qui subissent une double discrimination en tant que d'ailleurs femmes dans cette société patriarcale. Et en tant qu'une personne aussi atteinte d'albinisme où l'intersectionnalité n'est pas encore compris et qu'il faut prendre en compte tous ces aspects-là pour une société plus inclusive. Donc oui, et voilà un peu près ce que vivent les personnes atteintes d'albinisme au quotidien. Oui, on reste toujours avec toi. Alors, selon toi, quelles sont les autres raisons qui expliquent la faible intégration socio-professionnelle des personnes atteintes d'albinisme? Il y a la première raison, on l'a déjà dit, la méconnaissance de l'albinisme, de tout ce qui entoure, c'est-à-dire les mythes et préjugés que les gens ont préconçus et tout. L'autre aspect aussi, c'est comment on le dit, le vide juridique. En termes juridiques, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire le vide juridique où il n'y a pas de dispositions plus, comment on l'appelle? Coercitive. Coercitive, justement, parce que dans certains pays, par exemple,
je prends Ouganda et tout. Dans ces pays-là, ils ont un cadre juridique justement qui protège les personnes atteintes d'albinisme contre ces actes de discrimination, de stigmatisation et même des meurtres, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a de ces... Aujourd'hui, par exemple, quand je donne justement un exemple très, très clair. Tu vas chercher un emploi, par exemple, et on ne te recrute pas alors que dans ce genre. Est-ce que, je donne juste cet exemple, hein. L'achat de la preuve au niveau du travail, par exemple, si tu dis que, parce qu'on ne t'a pas recruté parce qu'il y a discrimination, c'est à toi, celui qui cherche l'emploi, d'aller prouver que c'est parce que tu as été discriminé. Donc, comment tu vas essayer de prouver cela? Mais en réalité, ce sont des cadres-là que les personnes atteintes d'albinisme rencontrent tous les jours quand elles vont chercher du travail ou bien quand elles vont, en tout cas, s'insérer dans un cadre professionnel. Parce que oui, est-ce qu'on te demande de prouver que tu as été discriminé? Mais si tu n'arrives pas à prouver, comment tu pourrais justement avoir gain de cause? Donc, c'est ce vide juridique-là qui est là aussi, qui fait que ça persiste et tout. Mais comme je l'ai dit, il faudrait quand même mettre en place, peut-être on en reviendra sur le cas de notre plaidoyer. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Peut-être on veut ce vide juridique-là doit être comblé pour que les personnes atteintes d'albinisme se sentent protégées, parce que c'est ça aussi qui manque, protéger et être en sécurité dans cette société un peu plus, je sais pas, je n'ai pas dit discriminatoire, mais un peu plus en retard par rapport à ce que ça devrait être normalement. Alors, Chérif, dans la logique des sensibilisations, de la déconstruction des stéréotypes, des clichés liés aux personnes atteintes d'albinisme, vous avez mis en œuvre un projet dénommé la promotion et protection des droits des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Le projet promotion et protection des droits fondamentaux des personnes atteintes d'albinisme au Togo est un projet financé en totalité par le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qui prend en compte la santé oculaire et la sensibilisation. La santé oculaire, c'est pour consulter, c'est pour faire les consultations ophtalmologiques à une cinquantaine de personnes atteintes d'albinisme, en majorité les élèves, parce que c'est souvent les élèves qui ont des difficultés à l'école. Donc, ces consultations-là sont en majorité destinées aux élèves. Et dans les villes de Lomé, Tchévié, Atakwame, Sokodé et Kara. Donc, et aussi, il y aura aussi dans le volet sensibilisation, il y a des émissions radiophoniques comme nous sommes déjà ici, des émissions radiophoniques qui sont organisées dans les mêmes villes pour mieux parler des défis rencontrés par des personnes atteintes d'albinisme et les approches de solutions et des conseils à donner aux personnes atteintes d'albinisme. Donc, en globalité, c'est ce que le projet fait. D'accord. Alors, le projet va s'étendre sur quelle durée? Le projet s'étend sur une durée de 3 mois, qui a déjà commencé et qui va bientôt se terminer en septembre. Vous avez commencé Nous avons commencé en... Si je peux justement rectifier quelque chose, ce projet, ce n'est pas sur 3 mois, malheureusement. Ce projet c'est un projet, c'est un partenariat avec FUNUD depuis déjà 3 ans, qui se renouvelle justement chaque année. Et donc, ce projet c'est depuis 2021 que nous sommes dans ce partenariat avec FUNUD, justement dans la promotion et la protection des droits fondamentaux des personnes atteintes d'albinisme. Donc, c'est comme il a dit, ce projet prend en compte l'aspect de la santé oculaire et qui, comme il a dit, concevoir les verres aux personnes atteintes d'albinisme, majoritairement les élèves. Et l'autre aspect du projet, justement, c'est l'insertion économique, où il faut former les personnes atteintes d'albinisme sur la gestion des activités génératrices de revenus et les financer pour la gestion de leurs activités génératrices de revenus. Et ça a été exécuté en 2022 toujours avec l'appui du PNUD. Mais peut-être, parce que le collègue parlait tout à l'heure, il parle de cette année plus spécifiquement, où le projet est concentré sur l'aspect seulement santé oculaire, où oui, cette sensibilisation aussi que nous faisons sur toute l'étendue du territoire pour faire connaître un peu plus l'albinisme et démystifier les préjugés qui tournent autour de l'albinisme. Oui. Combien de personnes avez-vous touché et reçu lors des consultations pour la santé oculaire?
D'accord. Bon, par exemple, pour la première édition de ce partenariat avec le PNUD, c'était avec une trentaine de personnes. Et en 2021, si je ne me trompe pas, en 2022 ou 2023, c'était une soixantaine de personnes. Cette année, nous sommes autour d'une cinquantaine de personnes qui ont été prises en compte sur l'aspect de la santé oculaire. Donc, comme on l'a dit, c'est pour pouvoir permettre à ces élèves-là de pouvoir mieux s'adapter à l'école et tout et tout. Donc, c'est vraiment un peu cela. Parlons de la sensibilisation. Est-ce que vous avez déjà senti, il y a des résultats? Oui, sur le terrain, oui, de plus en plus, il y a des résultats. Bon, moi, tu sais que je ne reste pas tranquille. Quand tu as besoin de moi, c'est difficile de me trouver. Justement, parce que tout le temps en temps, nous parcourons le Togo, de Lomé à Dapaon pour pouvoir sensibiliser sur la ville quand nous allons sur le terrain. En réalité, hein, c'est pour ça que je dis, lorsque tu as posé cette première question, j'ai dit pour répondre, ça serait très difficile parce que je suis sur le terrain. C'est souvent que nous voyons la réalité que c'est parce que les gens étaient ignorants en réalité que cet acte continue encore. Mais en écoutant les témoignages, en écoutant les gens, quand tu finis la sensibilisation et quand la jeune t'approche et dit, ben oui, ça, sur ce sujet-là, j'étais vraiment ignorant et que oui, je faisais ceci, je faisais cela, je ne savais pas que ça dérangeait, je ne savais pas que c'était une discrimination, je ne savais pas que c'est une violation des droits que je suis en train de faire. Et on se rend compte que oui, notre travail a de l'impact quand même sur le terrain. C'est quand même très important de pouvoir noter cette évolution-là significative et que, parce que si tu touches une personne, deux personnes qui comprennent ce que c'est que l'albinisme, tu pourrais imaginer ce que ça pourrait propager quand la personne parlera autour de ça. Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs que vous êtes membre du bureau ou de l'équipe de l'ANAT. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'ANAT, Chérif? L'ANAT est une organisation non gouvernementale, en abrégé ONG, créée en mars 2020, en mars 2012 et qui a obtenu le titre de organisation non gouvernementale ONG de développement en 2017. Donc, elle a pour mission de prévenir les maladies liées à l'albinisme, de promouvoir et protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme. Donc, nos domaines d'intervention sont la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique et professionnelle et les droits de l'homme. Donc, oui. Ouais. Alors, Eric? Oui, c'est la présentation qu'il a faite. Donc, du coup, c'est une organisation, comme il a dit, hein, qui œuvre justement plus spécifiquement dans la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Donc, oui, promouvoir leurs droits à l'éducation, leur droit à la santé, leur droit à l'insertion sociale et leur droit à l'inclusion sociale et leur droit à l'insertion économique et professionnelle. Donc, nos missions, c'est voilà ça. Et on s'est confié ces missions depuis 2012, déjà plus de 12 ans sur le terrain. Et oui, on a des résultats. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quelles sont les actions que vous avez eu à mener? Oui, sur l'aspect santé, par exemple, nous menons des actions de campagne de consultation dermatologique où nous consultons les personnes atteintes d'albinisme de façon gratuitement. S'il y a des lésions, nous les traitons avec nos partenaires et tout. Et nous circulons toute l'étendue du territoire, hein, des campagnes de consultation forêt. Et aussi, sur l'aspect dermato, toujours, nous avons une unité de production des crèmes solaires, là, dont je parlais. Ces crèmes solaires, nous les produisons et nous les distribuons gratuitement aux personnes atteintes d'albinisme parce que s'il faut les acheter à la pharmacie, ça coûte vraiment cher. Donc, oui, chez nous, nous avons ça aussi. Nous avons aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'aspect ophtalmo, de la santé oculaire, où nous concevons des verres que nous distribuons gratuitement aux personnes atteintes d'albinisme. Sur le plan éducation, il a déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus encore. Et sur le plan de l'insertion sociale, des sensibilisations, ça, vous le savez, sur l'aspect. Sur l'aspect de l'inclusion, comment on appelle, inclusion économique, insertion économique, là, je l'ai dit avec l'appui de PNUD et d'autres partenaires, CDM et tout, nous formons les personnes atteintes d'albinisme sur la gestion d'activités génératives de revenus, sur l'entrepreneuriat et tout. Nous les finançons, nous les appuyons à s'auto-employer. Parce que là, quand la société ne vous accepte pas trop, on ne veut pas recruter dans une entreprise. Il faut quand même que vous aussi, vous osez créer votre entreprise et tout. Donc, nous les formons, nous les encadrons là-dessus. Nous faisons aussi, justement, pour l'aspect professionnel, nous faisons aussi quand même des plaidoyers pour que les personnes atteintes d'albinisme diplômées aussi puissent, en tout cas, trouver du travail ou même créer leur travail comme il se doit. Donc, oui, voilà un peu près ce que nous faisons au niveau de notre organisation. Chérie, est-ce que l'ANAT existe dans toutes les régions du pays? Bien, l'ANAT existe, je peux le dire, dans toutes les préfectures, mais
plus précisément dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Mais plus précisément, la NAT existe dans 20 préfectures. Donc, nous continuons de mener nos plaidoyers pour pouvoir étendre la NAT, pour pouvoir étendre le réseau de la NAT dans les 39 préfectures du Togo. Merci. Alors, à ce jour, de quel appui avez-vous besoin pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme au Togo, Chérif? À ce jour, nous avons besoin d'un appui institutionnel, de l'appui du gouvernement togolais. Bon, il nous appuie déjà, mais ce n'est pas encore ça. Nous souhaitons qu'ils mettent plus de leur temps et qu'ils adoptent plus l'albinisme qu'ils mettent plus les situations des personnes atteintes d'albinisme dans leur programme public. Et aussi, nous invitons les organisations internationales, nous invitons les organisations internationales à prendre en compte aussi les défis liés aux personnes atteintes d'albinisme dans leur programme. Et toute personne intéressée par notre engagement, nous sommes toujours ouverts à tout type de propositions, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'insertion socio-économique et professionnelle. Nous sommes ouverts aux idées et nous sommes ouverts aux appuis. De quoi avez-vous besoin? Oui, justement, bon, revenons sur ce qu'il a dit, parce que ça m'a fait sourire lorsqu'il a dit on a besoin du gouvernement qui s'implique un peu plus, bon, qui nous donne son temps. Non, le gouvernement va nous donner son temps parce qu'on n'est pas les seuls. Voilà. Mais ce qu'on souhaite justement, il a dit, parce que il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites au Togo par rapport à la situation des droits des personnes atteintes d'albinisme dans notre pays. Et l'examen périodique universel dernier que le Togo a participé a eu à faire 3 recommandations, principalement à l'État togolais sur la situation des droits des personnes atteintes d'albinisme. L'Union africaine a eu à faire des recommandations aux États membres de pouvoir prendre des dispositions pour protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme. Donc pour nous aujourd'hui, c'est que le Togo respecte ses engagements qu'il a pris vis-à-vis de ces institutions-là, de les amener au niveau de l'EPU comme au niveau de l'Union africaine, pour pouvoir mettre en place un plan d'action national sur l'albinisme. C'est tout ce que nous avons besoin. Ce plan existe, donc le vide juridique dont je parlais tout à l'heure n'existerait plus parce que ce plan aurait prévu tout ce qui pouvait faciliter l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme. Donc ce n'est pas nous qui le demandons, c'est l'Union africaine qui le demande, c'est l'examen périodique universel qui a fait cette recommandation-là. Et pour nous, c'est de faire que l'État prenne ses responsabilités en respectant ses engagements, mettre en place ce plan d'action, en tout cas sur l'albinisme dans notre pays. Donc voilà ce qui est. Donc du coup, d'autres partenariats et tout. Nous, on a besoin, par exemple, de renforcer notre capacité à pouvoir impacter un peu plus sur le terrain, à pouvoir répondre aux besoins prioritaires, essentiels, de pouvoir combler ces besoins-là des personnes atteintes d'albinisme dont nous sommes, en tout cas, comme, disons, porte-parole ou bien porte-flambeau ou porte-voix, pour le dire. Oui, Chéri, vous voudrez ajouter quelque chose? Non, il a déjà dit, je voulais parler aussi du plan d'action national sur l'albinisme dont il a parlé tout de suite. D'accord. Alors, quel conseil pourriez-vous donner aux personnes porteurs ou personnes vivantes avec le albinisme? Oui, merci. Il y a 2 types de conseils que moi je donne souvent. Le premier conseil, c'est de sortir de sa zone de confort. Et de sortir de cette zone-là, de dire, je suis discriminé, je suis stigmatisé, cette société ne m'accepte pas, donc du coup, parce que cette société ne m'accepte pas, je ne vais pas m'inclure aussi dans cette société. Donc, la première des choses, c'est d'enlever ça dans sa tête. Donc, du coup, il se dit, cette société, oui, elle est comme ça. Donc, il faut quand même que, la Bible dit, le royaume des cieux, c'est les forts, les résistants qui y vont. Donc, du coup, pour les violents, oui, c'est pour les violents, quoi. Donc, c'est pour les violents, les résistants. Donc, du coup, si tu veux y aller, si tu veux t'inscrire dans cette société-là, il faut quand même que tu quittes ta zone de confort. C'est la première des choses. Donc, du coup, oui, il faut arrêter de s'auto-stigmatiser, d'arrêter de s'auto-discriminer. C'est la première des choses que je donne. L'autre conseil, c'est de oui, si tu veux vivre longtemps, évite le soleil. Ça, c'est le second conseil. Pour le dire, peut-être je le place en première position. Tu veux une personne atteinte d'albinisme, tu veux vivre longtemps, évite le soleil. Ou bien, si tu veux, en tout cas, éviter le soleil ne veut pas dire ne pas sortir de la maison. Non. Si tu veux sortir de la maison, essaie de te protéger. Protège ta peau contre les rayons UV, passe les pommades solaires,
porte les habits en manches longues, porte des chapeaux, ne t'expose pas au soleil et tout. Donc, tels sont les conseils que je donne, les 2 conseils principalement que je donne aux personnes atteintes d'albinisme. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Thierry, votre mot pour clôturer cette émission. Bien. Comme mot de fin, je vais adresser un sincère remerciement au programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui finance ce projet depuis 2021, comme le collègue l'a précisé. Et sans oublier notre organisation, notre fêtière, la FETAF, qui nous soutient aussi dans nos plaidoyers, et les organisations partenaires, nommément la Fondation Perfabre, CBM, Christian Brand Mission. Pour ne citer que cela, nous adressons un sincère remerciement à tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis la création de l'ANAD jusqu'à aujourd'hui. Eric, un dernier mot. Oui, c'est de remercier les auditeurs, comme je les ai salués au début, de les remercier d'être attentifs jusqu'ici. Et en tout cas, nous sommes, comme on l'a déjà dit, nous sommes ouverts quand même à un développement plus inclusif de notre société et chacun devrait faire sa part. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec Eric Tontosou, qui est à ma gauche, et Cherif Djoré Bonfo. À vous, merci d'avoir choisi Radio Djena. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.